Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Changement de canal, sur les box Orange, vous pouvez désormais nous regarder sur le canal 30. Alors merci d'avance à vous tous de bien vouloir faire passer le message autour de vous. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, un anniversaire célébré en grande pompe. C'était la fête samedi soir à Henryville. Sur la mégazone industrielle, la société Magna Lorraine Emboutissage a célébré son 10e anniversaire. Cette entreprise emploie 220 personnes et produit des emboutis pour la plupart des grands constructeurs de l'automobile. On revient sur cet événement plus longuement dans notre JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les comptes sont sains. La situation financière de la communauté de communes de l'Albe des Lacs a été présentée aux élus de la Casque en amont de la prochaine fusion de ces deux intercos. L'amiante aussi peut être déposé à la déchetterie artisanale, mais sous certaines conditions. C'était l'un des points à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire. Magna Lorraine Emboutissage a soufflé ses 10 bougies, 10 ans de challenge et pas moins de 220 employés. Passionné atypique, Claude Muon collectionne les étiquettes de savon. Petite histoire du gros mensonge de François de Rosière et focus sur le plus ancien document de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Tendance nature et animaux, l'association Cro-Blanc cherche des familles d'accueil pour adopter différents types d'animaux. Enfin, le plat principal de notre menu hebdomadaire bio, découvrez la recette du gratin de courge butternut. Et tout à l'heure, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines fera le point sur l'état d'urgence décidé au niveau national et sur les mesures prises en Lorraine. Mais d'abord, notre séquence tirée des archives. Il y a 2 ans, jour pour jour, Luc Arbogast était en concert à Sarralbe. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Sa voix de contre-ténor ne laisse pas indifférent. En l'espace de 2 concerts, Luc Arbogast a attiré 1600 personnes à Sarralbe le week-end dernier. Découvert lors de la 2e saison de The Voice, il est aujourd'hui disque de platine. Surnommé le ménestrel des temps modernes, il revisite la musique médiévale. Et Luc Arbogast sera à nouveau en concert dans le secteur le 4 juin prochain. Ce sera à 20h30 au W à Woustviller et les billets sont déjà en vente. Pas encore de grand froid à l'horizon, mais l'hiver s'installe. Regardez les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, retour des précipitations sous forme de pluie ou de neige suivant les endroits en matinée. L'après-midi, elles se feront plus rares, mais le ciel reste nuageux. Côté température, elles affichent de 0 à 2 degrés le matin et de 5 à 2 degrés l'après-midi. Demain, mercredi 25 novembre, nous fêtons les Catherines. Le soleil nous accompagnera de 7h56 à 16h40. Et aujourd'hui, pour notre minute bonne humeur, on n'est allé pas plus loin qu'à Mosaïque pour aller voir notre stagiaire Célia. Vous allez voir, je crois qu'elle sait ce qui pourrait la mettre de bonne humeur. Alors Célia, dis-moi, là tout de suite maintenant, qu'est-ce qui te mettrait de bonne humeur? Franchement, je dirais aller sous la couette avec un chocolat chaud devant une série. On est franchement, il n'y a rien de mieux quand même. Ah ouais, totalement. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, après les attentats à Paris, la Saint-Nicolas, ce sera oui à Metz, non à Nancy. Pour des raisons de sécurité, Nancy a décidé d'annuler les 3 grandes manifestations qui devaient attirer 150 000 personnes. Metz a décidé de maintenir la plupart des festivités. 40 000 visiteurs sont attendus les 5 et 6 décembre prochains.
Une question est à la une de l'édition de Sarrebourg. La décharge ferme et après. La décharge de Hesse est pleine. Elle fermera ses portes au printemps prochain. Du coup, les déchets de l'arrondissement de Sarrebourg voyageront vers Haguenau ou Saint-Avold pour leur traitement. Pour les habitants, rien ne changera, sauf les tarifs en hausse de 5% l'an prochain. En page locale de Sarreguemines, les difficultés du marché hôtelier. Entre crise, tourisme d'affaires en berne et émergence des alternatives à l'hébergement hôtelier, les hôtels de Sarreguemines font pour la plupart grise mine. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. 10 bougies pour un acteur de l'industrie automobile. Magna Lorraine Emboutissage a célébré, comme il se doit, une décennie de progrès, aussi bien dans le domaine de la technique et de la méthode que de l'emploi. Même au plus fort de la crise, cette société a continué d'embaucher en diversifiant son activité. Reportage de Jean Birkel. 1, 2, 3. L'histoire de Magna Lorraine Emboutissage semble si parfaite qu'elle donne cette impression grisante d'être l'expression du meilleur de nous-mêmes. C'est un premier pas sur la Lune qui vient éclipser tout le reste, le temps d'un événement. Et en ce 21 novembre, après une semaine d'actualité terrible et désolante, une autre face de l'humain se laisse voir. Celle qui fait confiance à son prochain. Magna Lorraine Emboutissage est née de cette confiance, un alignement des astres trop rares et qui a porté le projet de Jean Salin. En réalité, moi, je fête mes 12 ans. C'est parce que le projet, puis vous le savez très bien, il a démarré bien avant, 2 ans avant cette inauguration. Fin novembre 2003, il n'aura fallu à Jean Salin qu'un mois, un seul, pour signer un contrat de 150 millions d'euros sur 7 ans avec PSA, dans le but de produire les emboutis pour la Peugeot 207, modèle phare de la marque au Lyon. Un projet immense qui a demandé un investissement de 34 millions d'euros de la part du groupe Magna et une réactivité sans pareil des services de l'État et de la région. Un an après, on posait la première pierre, 2 ans plus tard, on inaugurait l'usine. 10 ans, c'est beaucoup de travail derrière soi, beaucoup d'étapes, beaucoup d'évolutions, beaucoup d'embauches, ce qui est une bonne chose pour notre bassin. Ils étaient 5 au départ, ils sont 220 aujourd'hui. Cela fait 10 ans que la courbe des effectifs ne fait que progresser dans cette entreprise qui mise sur la promotion en interne pour pourvoir aux postes clés. Une formule qui marche, puisqu'MLE travaille pour presque tous les constructeurs automobiles. Depuis 2012, l'entreprise compte également un nouveau service qui œuvre dans les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque solaire, et qui a réalisé le plus grand champ solaire que compte l'Allemagne. 15 jours après la présentation de l'analyse financière de la CASC, la communauté de communes de l'Albe-des-Lacs a également tenu à jouer la carte de la transparence. Cela s'est passé au siège de la CASC. Reportage de Marianne Gabriel. Avec la même approche d'analyse qu'avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, la situation financière de la communauté de communes de l'Albe-des-Lacs se révèle tout aussi saine. Elle est située sur la zone des lacs, ça c'est hyper important. L'analyse des 2 collectivités montre une volonté de gestion similaire, des charges et une fiscalité maîtrisée, un taux d'endettement faible pour la CASC et nul pour la communauté de communes de l'Albe-des-Lacs. Néanmoins, ces 2 structures présentent aussi des différences majeures. D'abord, en termes de fiscalité, la CASC est à fiscalité professionnelle, tandis que la CCAL est à fiscalité additionnelle. Il faudra voir comment assurer le besoin de financement de la nouvelle entité sans alourdir la fiscalité des ménages et sans creuser les inégalités fiscales. C'est obligatoire. Vous allez devoir revoir la politique d'abattement. Un chantier titanesque attend les élus dans la perspective de cette fusion. Outre la fiscalité, les élus devront se pencher sur les compétences, principalement la compétence économique, mais aussi, entre autres, la gestion des ordures ménagères, les transports, et ceci dans un délai relativement court. Des choses qu'il faudra bien sûr discuter. Mais disons, on aura l'occasion, je pense, de balayer les différentes compétences. Ce que je voudrais peut-être simplement rajouter, par rapport, vous avez vu la taxe des ordures ménagères, et quelque part, on peut se poser la question, ce qui n'a pas été fait, pourquoi nous avons une taxe des ordures ménagères qui est un peu plus forte que la moyenne départementale, régionale et même nationale. Cette première démarche de transparence voulue par les 2 collectivités concernées démontre une volonté commune de travailler ensemble dans le souci de l'intérêt général, malgré le contexte forcé.
nous sommes où en termes de services rendus à la population? Voilà nos objectifs. Nous sommes là pour ça. Du côté de la Casque, cela fait peu de temps que la déchetterie artisanale a ouvert ses portes. Ce service permet notamment de se débarrasser d'un déchet bien encombrant, l'amiante. Reportage de Marianne Gabriel. Avec l'ouverture de la déchetterie artisanale, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence permet aux collectivités et aux particuliers de se débarrasser de leur stock d'amiante lié existant, mais sous certaines conditions. Ces déchets doivent être emballés dans un double ensachage imposé par les repreneurs pour des raisons sanitaires et environnementales évidentes. Les emballages normalisés qui sont acceptés sont les big bags et les dépôt bags sur palettes spécifiquement marqués amiante qui sont vendus à la Casque. Jean-Marc Schwartz se dit surpris que l'on puisse déposer de l'amiante dans les déchetteries professionnelles compte tenu des exigences réglementaires extrêmement rigoureuses. Il faudrait vraiment qu'on se donne toutes les garanties juridiques réglementaires par rapport à ces dépôts et je voudrais simplement dans cette réponse-là. Joël Niederländer précise que ce service uniquement rendu aux collectivités et aux particuliers est soumis à un contrôle très strict. Quant aux professionnels, ils doivent utiliser les circuits spécialisés. Il faudra exercer un contrôle très strict pour éviter que des gens se contournent. Mais ça, les gens ont été formés, ils devront exercer un contrôle, il y aura un suivi, puisque les gens doivent d'abord, avant de déposer les plaques, il y a un horaire prévu, ils doivent venir demander l'autorisation au préalable, obtenir cette autorisation. Donc si l'entreprise Dupont revient tous les 8 jours avec des plaques d'amiante, c'est que ça rentre dans le cadre d'une activité professionnelle, donc ces plaques ne seront pas admises sur la déchetterie professionnelle. Le personnel qui réceptionne ces déchets sera formé et équipé de manière sécurisée. Les déchets seront conditionnés dans les contenants réglementaires. Donc la filière est vraiment sécurisée et on fait ça de manière professionnelle, avec toutes les garanties qu'il faut à tous les niveaux de traitement. Les services de l'État. Voilà. Bien plus que les risques liés à l'amiante, la grande peur actuelle en France, ce sont les attentats. Le pays est d'ailleurs en état d'urgence. Pour en parler, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines m'a rejoint sur ce plateau. Christophe Salin, bonjour. Bonjour. Alors l'état d'urgence, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? L'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle pour faire face à des faits exceptionnels. Les faits exceptionnels, ce sont une multitude d'attentats qui se sont déroulés le 13 novembre à Paris. Et donc cela constitue un péril imminent d'une gravité particulière pour l'ordre et la sécurité publique. Ce sont les termes de la loi de 1955 sur l'état d'urgence qui a été décidée dans la nuit même par le président de la République après avoir réuni le Conseil des ministres. Donc ça a été décidé au départ pour quelques jours, ensuite ça a été voté. Ça a été voté cet état d'urgence jusqu'au 26 février. Est-ce que cela peut néanmoins s'arrêter avant ou au contraire être prolongé ? Ça peut s'arrêter avant comme être prolongé. La décision au Conseil des ministres ne peut durer que 12 jours. Ensuite, c'est la loi, et c'est la loi qui fixe la durée. Elle a été fixée pour 3 mois, donc 26 février. Mais cette loi prévoit que le gouvernement peut faire cesser l'état d'urgence par décret en Conseil des ministres dès lors que la situation redevient normale. L'état d'urgence, à l'heure actuelle, c'est en premier lieu pour permettre de prendre des mesures spécifiques. Quelles sont-elles ? Alors, il y a plusieurs mesures, effectivement, qui sont prévues par cette situation. Une des principales, c'est les perquisitions dites administratives, parce qu'elles sont décidées par le préfet, de tout lieu, de jour comme de nuit, même si les législations antiterroristes prévoyaient également déjà de nuit, pour faire identifier des personnes dont le comportement fait penser qu'elles sont attentatoires à l'ordre public et donc rétablir des situations de sécurité. Mais tout cela est encadré juridiquement. Le préfet doit indiquer le lieu, l'heure, il doit en informer le procureur de la République et cette perquisition administrative peut rapidement devenir une perquisition judiciaire, donc sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Alors, tout ce que vous venez de dire là, c'est valable pour l'ensemble du territoire français, ça veut dire la France métropolitaine, la Corse, les DOM-TOM ? Tout à fait. Toute la France. Si on regarde un petit peu plus spécifiquement au niveau de la Lorraine, quelles sont les mesures ? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des couvre-feux, à avoir des mesures spécifiques sur notre territoire ? Alors,
chaque département est un cas particulier. Bien évidemment, le préfet de la Moselle est également préfet de la zone de défense, donc il s'intéresse à ce qui se passe dans toute la zone de défense. La semaine dernière, il y a eu une perquisition administrative en Meurthe-et-Moselle. Le préfet de la Moselle a indiqué qu'il ne prononçait pas d'interdiction particulière, que ce soit sur les assignations à résidence, les limitations de circulation des personnes, ou des zones protégées, ou des interdictions de manifestations publiques ou de spectacles, mais que chaque situation méritait un examen particulier. Donc pour le moment, on ne peut pas prévoir, c'était pas prévu que des choses soient annulées, que des manifestations par exemple, des événements soient annulés. Je pense notamment là, on arrive en période de l'Avent avec beaucoup de manifestations. Il n'y a rien qui est annulé par le préfet, mais il se réserve la possibilité de le faire. Tout à fait. Le préfet a réuni les maires du département et 300 à 400 avaient répondu à son appel vendredi dernier pour indiquer quelle était la situation, mais aussi indiquer que sa méthode était la plus grande concertation avec les élus locaux. Donc quand on voit Nancy qui décide d'annuler les grandes festivités de la Saint-Nicolas, c'est pas sur décision du préfet. Alors ça peut être sur décision du préfet, mais c'est avant tout la décision des élus locaux en concertation. Et que répondez-vous à tous ceux, parce qu'il commence quand même à être un certain nombre, qui sont contre l'état d'urgence et qui le qualifient de liberticide? Alors, l'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle. Mais nous sommes dans un état de droit et ça reste dans un état de droit. Moi, je rappelle que le droit à la sûreté et à la sécurité est inscrit à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, il faut prendre les mesures nécessaires. Dans cet état d'urgence-là, je rappelle qu'on a supprimé le recours à la juridiction militaire. On a supprimé le contrôle de la presse. Oui, parce que justement, au niveau des médias, on nous a quand même évoqué la possibilité d'une censure. Non, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de contrôle de la presse. Et la loi a expressément rappelé que toutes les décisions administratives qui peuvent être prises le sont sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi dans une procédure dite d'urgence qui est le référé administratif. Donc nous restons dans un état de droit très encadré, mais il y a des circonstances de fait qui peuvent avoir des impacts sur l'exercice réel de nos libertés publiques pendant une période déterminée. Et donc à voir effectivement si ça durera jusqu'au 26 février ou avant ou éventuellement après. On le verra puisque l'état d'urgence prononcé en 2005 pour une période de 3 mois avait fait l'objet d'une cessation anticipée par le gouvernement. En tous les cas, merci beaucoup pour vos explications. On va continuer avec un sujet beaucoup plus léger. Et avec le froid qui arrive, rien de tel qu'une exposition de peinture pour retrouver des couleurs. 4 artistes du secteur vous proposent de découvrir leur toile. C'est à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Reportage. Qu'ont en commun une piscine dans le désert, des coquelicots, des instruments de musique et des villes aux couleurs multiples. C'est l'art contemporain qui est mis à l'honneur depuis hier dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Pendant une semaine, vous pouvez y contempler le travail de 4 femmes, Marie-Claire, Muriel, Yolande et Marie-André. Elles vous font découvrir une palette colorée d'une 60aine de tableaux, un étonnant patchwork de figurations contemporaines et de variations abstraites aux couleurs éclatantes. Des tons chauds pour donner de la couleur à l'hiver. Et cette exposition est ouverte tous les jours de 10h à 18h et ce jusqu'à dimanche inclus. Pendant que certains s'adonnent à la peinture, d'autres ont des passe-temps hors du commun. Il y a 2 ans, nous vous avions présenté la collection d'Ex Libris de Claude Muon. Aujourd'hui, Guillaume Dumonteil nous montre les étiquettes de savon que ce Sarregueminois collecte et conserve soigneusement. Je ne sais pas pourquoi je les collectionne. J'en possède à peu près 200 ou 250. La plus vieille que je possède est du 19e siècle et la plus récente, on peut la dater, elle est même datée 1937. Beaucoup de kilomètres pour aller chez les marchands de vieux papier, dans les brocantes, au hasard de la vie, peut-être de temps en temps sur Internet. Voilà, on en trouve quand même. Ces étiquettes proviennent de surplus d'imprimerie, de chez les fabricants de savon qui n'ont plus utilisé ces étiquettes. Elles sont neuves. Ce ne sont pas des étiquettes qui ont servi, si bien qu'elles sont en très bon état. Ce qui m'intéresse, c'est le papier. Le papier est un support extraordinaire,
qui peut véhiculer soit des romans, soit des écrits scientifiques, tout ce que l'on veut. Hein. Et il y a un domaine particulier qui s'appelle la sémiotique. Alors la sémiotique, sémios, c'est le signe. Alors le signe de quoi? De la relation entre quelqu'un qui veut faire, par exemple, pour les étiquettes de savon, faire naître le désir d'acheter. Et on utilise donc des signes qui font appel à la mémoire, bien entendu. Alors ces signes sont par exemple les odeurs. Les odeurs, comment on peut faire? Eh bien on représente le support de l'odeur, le citron, la fougère, des fleurs, etc. On peut faire naître le désir autrement, en faisant réveiller sur l'Orient, sur les voyages, et sur le patriotisme, etc. Et le message, c'est « Regarde, je ne suis pas que le produit de l'action d'une base sur un corps gras, je suis encore autre chose qui peut te donner envie. » Envie de sentir bon, de me sentir mieux, de rêver, d'aller ailleurs, jusqu'à être tellement beau qu'il y a une étiquette consacrée à Don Juan. Parce qu'une fois qu'on était savonné avec le savon de Don Juan, on était irrésistible. Dans un instant, découvrez la petite histoire d'un gros mensonge, puis focus sur l'association Cro-Blanc, et enfin le plat principal de la semaine. Pour les fêtes, découvrez le marché de Noël au CHS de Sarreguemines. De nombreux chalets décorés vous proposent une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Les 27, 28 et 29 novembre, de 12h à 18h. Bea Johnson et sa famille génèrent 1 bocal de déchets par an. Passionnée et optimiste, Bea est devenue la porte-parole mondiale du mode de vie zéro déchet. Rencontrez-la vendredi 27 novembre à 20h30 à la maison de quartier Beau-Soleil à Sarreguemines lors de sa conférence intitulée « Comment j'ai réalisé 40% d'économies en réduisant mes déchets ». Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC a rendez-vous samedi dans les Vosges pour affronter Raon-l'Étape, une grosse pointure du championnat. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Prêt à tout pour un héritage. C'est l'histoire de François de Rosières. Ecclésiastique lorrain au XVIe siècle, il reçoit l'archidiaconat de Toul. Alors pourquoi vous parler de ce personnage? Tout simplement à cause d'un livre. Ce livre, c'est Stemata Lotin Regiae ac Bari Ducum, dont une édition originale de 1575 est précieusement conservée à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Un document rare qui mérite bien une petite histoire. Des centaines de pages pour 4 tomes regroupés dans cet ouvrage, le plus ancien imprimé en Lorraine que détient la médiathèque communautaire. C'est aussi le plus gros mensonge de son temps. François de Rosières tente à travers ces pages de prouver que les princes lorrains descendent en ligne directe de Charlemagne et même d'un fils de Clodion sur lequel Mérové aurait usurpé la couronne de France. La supercherie ne durera pas. De Rosières est enfermé à la Bastille. C'est à genoux qu'en 1583, il demande grâce au roi et se tire d'affaire grâce à la reine Louise de Lorraine. Le livre est supprimé, ce qui en fait aujourd'hui un objet rare, mais sans intérêt historique puisqu'il est truffé de fausses allégations. Tendance nature et animaux à présent, avec 150 000 € de budget, c'est la 3e plus grande association de protection des animaux en France. Depuis 10 ans, l'association Cro-Blanc recueille chiens, chats, chevaux et autres nouveaux animaux de compagnie afin de les proposer à l'adoption. Entre leur sauvetage et leur adoption, les animaux sont placés en famille d'accueil. C'est une des particularités de l'association. Chaque année, 600 animaux sont ainsi sauvés. Reportage de Guillaume Desmonteil et Thomas Drouin. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Globalement, la famille d'accueil, elle va être là pour surtout rendre l'animal heureux et bien dans sa tête. Et ensuite viendra tout le côté comportemental avec les règles d'éducation. Nous fonctionnons uniquement avec un réseau de familles d'accueil, donc contrairement à la SPA ou les refuges traditionnels qui, eux, ont des box. Donc nous ne voulons pas faire perdre les repères et les liens familiaux de nos animaux, donc nous les plaçons en famille d'accueil. Le rôle des familles d'accueil, c'est principalement d'accueillir l'animal le temps qu'il soit adopté, donc comme si c'était leur propre animal. Les animaux que nous prenons en charge, ils viennent un peu de tous horizons. Ça peut être un cas de maltraitance, donc on nous aurait signalé. Ça peut être un abandon. La durée de séjour d'un chien en famille d'accueil ou d'un chat ou de tout autre animal est assez aléatoire parce que ça va dépendre de l'âge de l'animal, de ses problèmes de santé. Donc on va dire que c'est assez aléatoire. Ça peut aller d'une semaine à plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour les cas les plus difficiles. Tous nos animaux donc, sont adoptables castrés ou stérilisés. Ils sont adoptables à jour de vaccin, identifiés. Ils sont vermifugés, déparasités. Donc le rôle des familles d'accueil ne va pas être de financer ces soins, mais uniquement d'emmener l'animal chez le vétérinaire pour les soins. Et c'est l'association qui finance les soins sans avance de la famille d'accueil. Donc la famille d'accueil a juste besoin de nourrir l'animal, mais en rien de payer les frais. Poursuivons maintenant notre menu Bonne Santé avec Martine Folch du magasin La Fée du Bio à Sarralbe. Aujourd'hui, on cuisine la plus douce et savoureuse des courges, la butternut. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue au magasin Fée du Bio à Sarralbe. Aujourd'hui donc nous allons vous présenter un plat qui est le gratin de courge butternut. Pour commencer, dans une poêle, faites revenir la poitrine fumée coupée en lardons, ajoutez les échalotes hachées et un filet d'huile d'olive. Coupez la courge en cubes et ajoutez à la poêle. Laissez étuver une dizaine de minutes. La courge doit être juste al dente. Dans un plat à gratin, versez le contenu de la poêle, salez, poivrez, ajoutez la noix de muscade, un filet de crème, les herbes hachées, le fromage râpé et les pignons de pain. Enfournez à 210 degrés pendant 20 minutes. Vous pouvez servir avec une salade verte, bio elle aussi. Pour réaliser ce gratin pour 4 personnes, il vous faudra une courge butternut d'au moins 1,2 kg, 200 g de poitrine fumée, 2 échalotes, de la ciboulette, du persil, des pignons de pain, du sel, du poivre, de la noix de muscade, de la crème liquide et de l'emmental râpé. Donc vous allez pouvoir apprécier ce gratin de courge qui effectivement va vous apporter encore des petites choses pour l'hiver. Donc c'est une source de calcium, de magnésium, de vitamine A et de vitamine C, contient des bêta-carotènes et peut vous apporter beaucoup de soutien pour cet hiver. Alors je vous souhaite un bon appétit. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain midi sur Mosaïque pour notre émission mensuelle orientée vers la Sarre, Grenzenlos. Très bonne journée à tous, à demain.